et c'est Antime Billon qui va nous parler du design, intégration et défis des phytotechnologies dans la trame urbain. Alors, Antime œuvre à la ligne verte depuis 2016 et il intervient dans la conception, la réalisation des projets et est titulaire d'un master en architecture du paysage portant sur l'intégration de l'agriculture urbaine aux infrastructures publiques et privées dans le secteur de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. À toi la parole. Est-ce que le laser marche là-dessus pour la façon dont ça fonctionne? Le piton vert pour avancer. Pour avancer, puis un petit... Ouh, parfait. Ouais, donc il faut que je fasse comme ça. Parfait. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Antime, architecte paysagiste à la ligne verte. Aujourd'hui, la conférence que je vous présente, c'est design, intégration et opportunités des phytotechnologies dans la trame urbaine. Au début, on avait mis défi, mais finalement, on s'est rendu compte qu'on avait plus, en mettant en place nos projets, il y avait plus d'opportunités qui sont dégagées. Donc, je vais vous présenter des cas de toiture et de façades végétalisées. Donc la première partie va être autour de présentation de projets que nous avons nous-mêmes réalisés. Puis la seconde partie serait plus une présentation d'un outil réglementaire qui peut faire la différence dans l'augmentation du nombre d'implantations d'aménagements phytotechnologiques dans la ville. Donc la ligne verte, ça existe depuis plus de 10 ans. On a fait énormément de toits verts, c'est majoritairement notre fonds de commerce. On a toutes sortes de clients, que ce soit du résidentiel, du privé, du public, du commercial, institutionnel, et on en fait à travers tout le Québec. Donc quand on parle de toiture végétalisée, on pense souvent à ça. Puis c'est souvent le cas puisque c'est le type de projet qu'on fait les trois quarts du temps. Donc de grandes surfaces avec un système extensif avec des tapis de sédum. Dans ce cas-ci, c'est la tour SSQ du côté de Longueuil. Mais même l'an dernier, on avait fait le Midtown, c'était pareil. Ce sont des toitures utilisées qui ont, oui, leur avantage écologique, mais qui ne disposent d'aucun usage pour les gens qui côtoient cet espace. Avec le temps, on se rend compte que les architectes prennent en compte un peu plus les toitures végétalisées dans leur côté esthétique. Là, on parle d'une tour dans le centre-ville où les architectes ont décidé, au lieu d'avoir de magnifiques carrés, on allait plus innover avec des triangles pour retrouver la forme du bâtiment qui a été conçu. Donc là, le toit vert sert à améliorer l'image de marque du bâtiment. Et donc tous les résidents qui habitent aux différents étages auront quand même une vision différente du toit vert de ce que vous avez vu précédemment. À 100 mètres d'oiseau d'ici, notre tour, une grosse tour de logement, on se rend compte aussi dans la profession qu'il y a de plus en plus de mix entre les toitures végétalisées puis les dalles terrasses sur plot. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment un changement de mentalité auprès des promoteurs qui veulent proposer le toit vert plus comme un espace écologique, mais aussi comme un espace de vie supplémentaire pour leurs résidents. Le toit vert n'est pas nécessairement aussi que dans les airs, il peut être aussi au sol. Dans ce projet-ci du sud-ouest, au niveau du contexte, on parle de 3 grandes tours où il va y avoir une espèce d'îlot de verdure au centre. Le cas de cet éticule va être plus ou moins masqué avec une toiture végétalisée pour créer une continuité avec le reste. Donc c'est quand même intéressant de voir que le toit vert peut être amené au niveau du plancher. Au niveau des particuliers, ce que vous voyez ici, c'est plus des projets qu'on fait en région, donc on répond plus aux besoins des clients, comme celui-ci. Mais en ville, en tout cas dans le contexte montréalais, la majorité des toits verts qu'on fait pour les particuliers, c'est soit de l'embellissement d'espaces non utilisés ou le prolongement d'une terrasse, donc le prolongement des espaces des personnes. Donc, il faut faire la distinction entre deux types de catégories, les projets privés commerciaux et résidentiels. Là, on parle de surface dessus de 5000 pieds carrés. En termes de coût d'implantation, on tourne entre du 15 à 20 dollars le pied carré. L'usage est souvent restreint, même si on commence à se rendre compte que les usages commencent à diversifier en fonction des envies du promoteur. Pour les projets particuliers et communautaires, on est plus entre du 1000 à 5000 pieds carrés. Et
L'avantage avec ce genre de client, c'est qu'on a un usage plus mixte, donc un usage, oui, multiple. Donc le toit vert n'est pas juste esthétique. Donc au niveau des avantages des toits verts, écologie et technique, on sait tous que les toits verts, ça permet d'apporter une meilleure isolation thermique, une meilleure isolation acoustique pour le bâtiment, contribue à la gestion des eaux de ruissellement, améliore la biodiversité, la réduction des eaux de chaleur, donc c'est vraiment un beau package. Mais pas que, on a aussi l'augmentation de la valeur du prix de l'habitation, notamment valable pour les particuliers, améliore la qualité de vie si visible. Nombreuses études ont montré que le fait de voir un espace vert, ça permettait d'apaiser les gens. Répond à des critères de certification, surtout valable pour les promoteurs qui cherchent à obtenir le certificat LEED. Donc au niveau de l'inconvénient, sûr que comme on travaille avec du vent, il y a l'entretien, mais l'entretien reste quand même une marge très minoritaire. Enfin, c'est pas une énorme dépense par rapport au coût d'implantation. La structure du bâti en conséquence, là c'est plus par rapport au contexte de la ville, comme Montréal, où on dit, comme Montréal a plein de toits plats, on peut mettre des toits verts partout. Malheureusement, comme on est aussi sur une ville où il y a beaucoup de vieilles bâtisses, bah, souvent la structure ne peut pas supporter le poids de ces aménagements. Donc on ne peut pas nécessairement penser que dans les 10 prochaines années, on peut végétaliser à tout va tous les toits de Montréal. Au niveau de l'opportunité, on a parlé de l'usage, qui peut être multiple. Ça peut être aussi le toit vert peut être la base d'activités sociales ou même d'exploitation si on vise l'agriculture urbaine. Le développement des subventions, on attend encore auprès de la ville de Montréal. C'est vrai que c'est une règle qui est quand même assez quasi inexistante au Québec. Au niveau des règlements incitatifs, on peut parler de la ville de Gatineau qui oblige maintenant les promoteurs, lors d'une certaine plus grande superficie de bâtiment, à implanter un toit vert, mais ça, ce n'est pas encore obligatoire à Montréal. Au niveau des menaces, je parlais surtout des règlements de la régie du bâtiment qui sont comme des aspects techniques, mais admettons, je prends l'exemple d'un toit où je veux faire un toit vert, puis finalement il y a plein d'appareils électroniques, je dois prendre en considération plein d'éléments. Finalement, mon projet de toit vert n'existe plus, puis c'est un projet de cailloux, quoi, finalement. Depuis 4 ans, la ligne verte aussi a commencé à faire des projets de façade végétalisée. Là, je vais surtout vous parler de projets de façade végétalisée avec des supports. Donc, je ne parlerai pas de façade recouverte de vignes, parce qu'on a commencé à faire une collaboration avec une compagnie basée au BC qui nous fournit la quincaillerie qui s'appelle la quincaillerie Jacobs, qui est une quincaillerie en inox très performante qui a été créée et conçue pour créer des aménagements, des projets architecturaux de végétalisation de façade. Euh, on est quand même sur des projets sur mesure avec de la quincaillerie quand même assez luxueuse, mais ça permet de donner quand même des beaux projets. Ça a été notre premier projet il y a 4 ans chez un particulier dans Rosemont qui souhaitait tout simplement végétaliser toute cette partie de sa façade. Donc on est venu imbriquer des câbles et l'avantage, ce que j'aime beaucoup dans ce projet-là, c'est qu'on vient vraiment bonifier l'entrée d'une ruelle avec des bacs d'implantation pour qu'à terme, on ait une façade qui est végétalisée. Donc la photo du milieu, c'est la première année. Celle de droite, c'est comme la quatrième année. Donc là, c'est cet hiver, quand je suis repassé, on arrive à peu près à ce niveau-là. Donc il faut être très patient avec les plantes grimpantes pour que le couvert végétal qu'on désire soit, soit pertinent. Un autre projet dans la ville de Montréal, c'est dans le centre-ville. C'est l'Université Concordia qui nous avait demandé d'attacher des filets en acier, que vous pouvez voir ici en haut. Et l'idée, c'est qu'on vient planter des vignes vierges au pied des poteaux et eux viennent grimper avant de venir s'établir sur ces grands panneaux. Entre deux, l'université a décidé de mettre des bannières, mais qui permet encore aux plantes de pousser en arrière. Donc, ça qui est intéressant, c'est que le jour où ils vont peut-être arrêter de faire la publicité, la végétalisation aura pris sa place. Dernier projet qu'on a fait de façade végétalisée, c'est pour la promenade Masson, le syndicat des commerçants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît Montréal pour sa réputation des murales. Et là, c'est la première fois qu'il y avait une espèce d'appel d'offres entre murales puis façade végétalisée. Donc nous, on est venu
implanter des bacs au pied, où on va venir planter des grimpantes, c'était au printemps, à la fin du mois, pour qu'ils viennent ensuite végétaliser toute la murale. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de développer de nouvelles opportunités, de se dire, OK, on peut faire une œuvre d'art avec du végétal, puis ça fait quand même développer des projets assez intéressants. Au niveau des avantages, avantage aussi isolation thermique, hein, l'été, on s'entend que les plantes grimpantes, ça permet de réduire la chaleur à l'intérieur du bâtiment, la valorisation des façades, améliorer la qualité de vie si visible, pareil que les toits verts. Avantage écologique, on parle aussi de gestion d'eau de ruissellement, d'augmentation de la biodiversité. Facile à planter, adaptatif complètement. Les seuls inconvénients, c'est vraiment les conditions météorologiques. On est quand même au Québec. Les conditions sont quand même intenses si on veut si on veut vraiment avoir une belle végétalisation des façades. Il faut vraiment concevoir le projet pour que la plante, qui est l'élément primordial du projet pour que ça marche, puisse bien croître. Et le problème avec la quincaillerie que je vous ai présenté, c'est que le prix est très élevé au pied carré. On parle du double ou du triple du prix d'une implantation d'un toit vert. Après, l'opportunité, allier l'art et les plantes, création d'une identité aussi pour des murs, donc très intéressant. Dernière partie de projet qu'on a fait, je pense que c'est assez intéressant d'en parler, c'est les aménagements transitoires, qu'on peut aussi parler d'aménagements éphémères, parce que finalement, c'est des petits aménagements qu'on se fait demander. Oui, c'est purement marketing, mais c'est des petits aménagements qui permettent de sensibiliser les gens et qui prennent place dans des endroits qui n'auraient pas lieu d'être. Donc là, c'était comme dans un endroit de publicité sauvage, comme dans l'espace interstitiel. Donc ça peut être intéressant de sensibiliser les gens via ce genre d'aménagement. On pense aussi à l'île au volcan, qui est un projet qui, à la base, toute cette zone-ci était une zone d'asphalte, un îlot de chaleur, il n'y avait pas de fonction. Puis il y avait des enjeux de circulation, il y avait des écoles à côté. Donc la ville, en partenariat avec un groupe d'architectes paysagistes, ont décidé de faire un aménagement éphémère qui est censé durer 3 ans. Là, on arrive déjà à la 4e année, donc ça se voit que l'aménagement marche. Et c'est une véritable réussite. Ça apporte vraiment du cachet dans la trame urbaine. La piétonisation, avec la pandémie, l'avenue Mont-Royal avait commencé à fermer son avenue commerçante. On est venu, nous, implanter des bacs avec des saules. Ce qui est intéressant avec cet aménagement, c'est que ça permet de jauger un peu l'acceptation sociale et de voir parfois que sur cette avenue, il y a de la place pour implanter des aménagements plus permanents qui pourraient être des aménagements phytotechnologiques. Puis enfin, la place Castor et la place Macadam, belle histoire, puisqu'à la base, c'était une station essence qui est ensuite devenue, pendant 3 ans, un lieu d'expérimentation où il y a eu 3 différents concepts qui s'en sont alternés. On en a réalisé la plupart. Donc c'était vraiment un processus entre la ville puis les gens du quartier. Et au bout des 3 ans, il y a eu cette magnifique aménagement permanent qui est le premier Water Square de Montréal. Donc vraiment un aménagement qui est fait pour récupérer tous les eaux de la rue et le garder sur place. Donc comme quoi le design puis l'aménagement phytotechnologique dans la ville, ça peut fonctionner. Donc au niveau des avantages, moi je mets vraiment l'accent sur le changement de mentalité, la transition vers l'écologie puis la sensibilisation. Ça permet vraiment de faire des tests, les aménagements éphémères. C'est sûr qu'il y a des inconvénients par rapport au budget, l'impact écologique, puis le fait que ce soit temporaire, mais je pense que ça peut être une bonne chose. Donc je vais commencer la seconde partie, parce que je vous ai présenté des projets, mais là vous m'allez dire, oui Antime, mais comment on fait pour vraiment augmenter les nombres d'aménagements phytotechnologiques? Surtout si on prend le contexte montréalais et que la majorité de l'île est recouverte d'espaces privés et la trame urbaine, c'est la voirie. Comment on peut vraiment mettre davantage ce genre d'aménagement? Donc, je vais vous parler du green factor qu'on peut aussi traduire par le coefficient de biotope de surface, qui est un règlement, une méthodologie qui a été conçue en Allemagne dans les années 90.
Donc la définition par le Conseil régional de l'environnement, ce serait le coefficient de biotope de surface est un indice qui met en relation la superficie d'aménagement végétalisé et d'infrastructures vertes en lien avec l'emprise d'un bâtiment sur la superficie totale d'un lot. Ça, c'est la théorie. Mais ce qui est intéressant avec cette méthodologie, c'est que dans les années 90, la ville de Berlin était confrontée à, comment dire, à la gentrification et une augmentation de la minéralisation des espaces. Et donc, ils voulaient vraiment mettre en place une règle pour maintenir un minimum d'espace vert en ville. Donc, ils ont mis ce règlement qui consiste en fait pour que chaque nouveau promoteur qui veut implanter un nouveau projet, il doit atteindre un certain score. Donc, ce score doit être obtenu selon un zonage, si c'est industriel, commercial ou résidentiel. Puis je vais en faire un exercice ensemble pour que vous compreniez un peu plus comment ça marche. Donc l'équation est très simple. Le coefficient de biotope de surface, c'est la quantité de surface de zone écologique divisée par le total de la parcelle visée. Et quand on parle de surface de zone écologique, en fait, c'est la méthodologie. On va prendre le site en question, puis on a déjà préétabli une pondération par rapport au type de surface. Et pour chaque type de surface, en fonction de ses valeurs écologiques, ça apaise plus ou moins dans le classement. Admettons, une zone asphaltée, ça vaut 0 points. Une zone gazonnée, 0,5. Et ainsi de suite. Donc, prenons l'exemple que je suis un promoteur qui veut construire un triplex dans Montréal. Donc, voici mon projet. Une magnifique bâtisse avec une zone asphaltée puis du gazon autour. Si je dois respecter la réglementation que je viens de présenter juste avant, donc oui, on doit faire le calcul, l'estimation de toutes les zones. Et la façon dont ça marche, c'est que je prends chaque zone, puis je dois le calculer par la pondération qui a déjà été préétablie. Et ensuite, je dois faire le calcul de ces points-là divisé par le total de la parcelle, qui va me donner un coefficient. Et là, le score que j'ai, le score il est vraiment en dessous du but qui était de 0,30. Donc là, la ville me demande, OK, Antime, tu dois repartir sur ta table à dessin et me faire une meilleure proposition. Donc moi, je vais arriver avec cette proposition, je vais implanter un toit vert, je vais rajouter des bosquets, faire la gestion différenciée, réduire ma surface imperméable. Et dans ce cas-ci, en ayant ajouté tous ces éléments, ça me permet de faire plus de points. Et l'avantage, c'est que quand j'arrive au niveau du calcul, j'arrive à valider mon score qui était de 0,30, j'arrive à 0,72. Et donc là, la ville va me donner le permis de construction. Donc pourquoi cette méthode? Parce que contrairement à des mesures de règles de verdissement, où on dit souvent quand on fait une construction, on est obligé d'avoir comme 30% d'espace gazonné. Là, chaque nouvelle construction doit vraiment faire un état des lieux et montrer dans la situation projetée si elle arrive à atteindre ses objectifs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la ville qui a fait la méthodologie qui a choisi la pondération. Donc ça veut dire que si admettons que la ville de Montréal adopte cette règle, on pourrait très bien dire, moi j'ai envie de mettre beaucoup de points pour tout ce qui est comme nous végétalisé. J'ai envie de mettre beaucoup de points pour ce qui est des toits verts. Et donc de cette façon, on peut influencer la création des nouveaux espaces verts dans la ville. Donc cette méthode qui a été créée à Berlin, ensuite s'est retrouvée un peu partout dans le monde, notamment en Amérique du Nord, puis aussi en Europe, et même à Melbourne aussi récemment. Et ce qui est intéressant, c'est que la ville de Montréal a commencé à l'intégrer dans son règlement, l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc il ne s'appelle pas le Green Factor, mais il s'appelle le facteur de résilience climatique. Et il sera dorénavant pour tous les projets de plus de 32 logements et plus, ils vont devoir respecter cette règle. Donc je pense que c'est un petit pas pour aller vers la propagation vers le développement de plus d'aménagements phytotechnologiques. Merci.